Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Numéro 1. Bonjour Amélie. Bonjour Laura. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi d'avoir invité. Comment tu te sens aujourd'hui ? Ça va, je me sens bien. Quelles ont été tes premières pensées en te réveillant ce matin ? Que j'allais passer la matinée avec toi et ça m'a réjouie. Alors Amélie, tu es photographe portrait à Paris, mais surtout, tu es de celles qui révèlent ce que les hommes et les femmes ont appris à cacher, ce qu'ils n'osent plus regarder, leur part qui ne demande qu'à exister. Ton déclic est né loin d'ici, à Marrakech, à 15 ans. Un réflexe en main, une pellicule de visage inconnu, le cul main dans l'air, tout à reconnecter. Et depuis ce jour, capter la lumière des gens ne t'a plus jamais quitté. L'amour du Maroc non plus. Alors après quelques occasions manquées et de voix inattendues empruntées, tu as créé ton studio, un lieu pensé pour accueillir, rassurer, permettre à chacun d'entre nous de se voir enfin tel que nous sommes. Tu as ce don rare qui fait qu'à tes côtés, le jugement se dissout et l'amour de soi opère. On danse sur Beyoncé pour se délester du regard des autres. On s'y découvre femme fatale sans l'avoir cherchée, j'en témoigne. Ta méthode, faite d'empathie, de mouvement et de complicité, capture l'invisible, la lumière intérieure, la fêlure qui rend beau. À tes côtés, on ose. Ton talent teinté d'engagement t'a mené plus loin encore à la télévision, avec Comment être belle toute nue sur TFX, puis avec M6 et Brut, dans les rues de Paris, où tu prouves aux passants qu'ils sont photogéniques. Tu as créé Miroir, ton podcast intime, où Enora Malagré, Rose et tant d'autres se sont confiés à ton micro. Tu animes des formations et tu transformes le beau en mots avec ton ouvrage « Silence », un livre photo-poétique co-créé avec Laure Rollin. Tu célèbres toutes les formes de beauté et c'est ta quête perpétuelle, celle qui fait de toi aujourd'hui bien plus qu'une photographe, une révélatrice d'âme, celle qui nous tend un autre miroir. Quand tu entends ton parcours résumé ainsi, qu'est-ce qui te rend la plus fière ? Déjà, je suis hyper émue. Merci pour tes mots. Vraiment, finir la semaine avec toi, c'est vraiment super beau. Ce qui me rend le plus fière, c'est de réaliser que j'ai toujours cru en mes rêves et que j'ai tout fait pour les réaliser, en fait. Et de me dire que rien n'est impossible et que quand je me suis lancée, on m'a dit que c'était impossible. Et moi, j'y suis quand même allée parce que l'envie était plus forte que la peur. Tu es en train d'écrire un second livre. Sur quoi il porte ? Alors en fait, j'essaie d'écrire 3 livres en même temps parce que j'ai beaucoup de choses à raconter. Le livre que j'écris, c'est un roman choral sur des gens dans un café. Parce qu'en fait, depuis toute petite, je m'installe sur des bancs pour regarder passer les gens et maintenant, je fais ça dans des cafés. Et je trouve qu'en fait, juste en les regardant, j'aime imaginer leur vie et raconter ce qu'ils pourraient devenir ou comment ils pourraient réaliser leurs rêves. Magnifique. C'est quoi un roman choral ? Un roman choral, c'est un peu comme Love Actually. Tu sais, avec des gens qui se croisent. Et en fait, un café, quand tu regardes, c'est un peu une unité de lieu et de temps. Et en fait, c'est que le café est l'acteur principal de ce livre et les gens se croisent et leur vie se croise et il y a des interactions entre chaque personnage. Chaque nouvelle sera liée à un personnage et les personnages se croisent dans chaque nouvelle. Alors avant la femme, Amélie, j'ai envie qu'on parle de la petite fille. Comment tu décrirais la petite Amélie ? Alors j'étais une petite fille très très sage parce que je voulais pas créer de soucis à mes parents et que du coup j'ai longtemps éteint mes rêves pour pas les déranger. Donc j'avais une vie heureuse, mais je sentais que j'étais un peu contrainte et un peu enfermée dans une boîte dans laquelle j'étais bloquée pour plaire aux autres en fait. Tu as grandi à Montmartre, bercée par l'œil de ton père photographe, qui pratiquait la photo, je te cite, de façon intensive. Comment a-t-il façonné ton rapport à l'image de toi justement ? Alors petite, j'adorais me voir en photo et surtout j'ai tout de suite compris l'importance en fait de la photo dans les souvenirs pour demain. Parce qu'en fait, quand on fait des photos aujourd'hui, c'est vraiment pour les transmettre à ceux qui restent et pouvoir raconter notre histoire. Et ma grand-mère le faisait aussi beaucoup pour me montrer les photos de mes arrière-grands-parents et de me raconter leur histoire à travers la photo. Donc j'ai toujours eu un rapport hyper charnel à la photo, hyper sensible, parce que pour moi, c'est bien plus que des belles images. À 8 ans, tu dansais tous les jours, tu voulais devenir danseuse. Qu'est-ce qui t'a empêché de suivre ce rêve jusqu'au bout ? Alors tu nous parlais de tes parents où tu voulais leur plaire, tu étais sage pour leur plaire. J'étais sage pour leur plaire, mais j'avais très très envie d'aller à l'Opéra de Paris. Je devais passer le concours et on m'avait dit que j'avais toutes les chances de réussir. Et mes parents ont dit non, parce que mes parents étaient fonctionnaires
et que pour eux, c'était même pas une carrière envisageable de devenir danseuse. Donc ils m'ont dit, en gros, c'est pas raisonnable et tu continueras à faire de la danse comme ça un petit peu à côté, mais tu peux pas en faire ton métier. Donc là, ça a été une première grosse désillusion, mais j'ai ravalé ma peine en me disant, bon, bah, mes parents, ils veulent ça pour moi et ils savent sûrement ce qui est bon pour moi et je vais faire comme ils veulent, parce que quand tu as 8 ans, de toute manière, tu n'as pas beaucoup le choix, en fait. En quoi cette petite fille a façonné justement cette femme que tu es devenue ? Je pense que cette petite fille, elle avait des rêves et qu'on a essayé de l'empêcher de réaliser ses rêves. Et je reproche pas à mes parents parce que je pense qu'ils ont pensé bien faire à l'époque. Mais je pense que cette petite fille, aujourd'hui, elle peut être fière d'elle parce qu'elle a réalisé tous ses rêves, elle a dépassé les obstacles, elle a dépassé ses peurs et elle s'est écoutée, elle, avec ce qu'elle avait au fond du cœur. Tu n'es pas devenue photographe tout de suite. Tu as travaillé chez Prisma, M6, puis dans les assurances pour rassurer tes parents. Comment tu te sentais dans cette vie-là ? Je crois qu'à cette époque, je me posais pas trop de questions et c'était peut-être une façon de survivre un peu mieux en fait, parce que quand tu te poses pas de questions, t'es pas malheureux. Et parce qu'en fait, à 18 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais être photographe suite à ce voyage à Marrakech à 15 ans et c'était une évidence pour moi. Je pouvais rien faire d'autre de ma vie que d'être photographe. Et le BTS était à Nice, on habitait à l'époque en Normandie et mes parents m'ont dit non, c'est impossible, tu vas pas être photographe, tu vas pas déménager à l'autre bout de la France et c'est pas un métier et t'as qu'à en faire ta passion. En gros, je me suis pris le même nom que pour la danse et je me suis dit de toute manière, j'ai 18 ans, j'ai pas le choix, je peux pas déménager à Nice sans qu'ils m'y autorisent et j'ai commencé par des études de psycho. J'ai longtemps voulu être journaliste aussi et aujourd'hui, pourquoi je te raconte ça, c'est que psycho, journaliste et photographe, pour moi, c'est un peu le même métier. Dans l'empathie, dans la façon de regarder l'autre, de l'écouter, de comprendre le monde en fait. Donc j'ai commencé par des études de psycho et je me suis rendu compte que j'étais trop sensible pour faire ce métier tous les jours. Et j'ai bifurqué vers des études de communication qui m'ont vachement passionnée parce que la communication, il faut de la curiosité, de la créativité. Et je pense que je compensais comme je pouvais le manque de possibilité de faire un métier artistique. Et je me rappelle d'un ami à ma mère qui était médium et qui m'a dit « Mais toi, tu vas avoir une carrière artistique, tu vas créer des grandes choses. » J'avais 18 ans. Et je me suis dit, quelques années plus tard, en faisant de la com, « Ah, bah, de toute façon, c'est ça qu'il voyait, c'est que je faisais de la com et que c'est un petit peu créatif. » Je n'avais pas du tout compris ce qui m'attendait derrière. Donc, je commence après mes études de communication chez Prisma, chez M6, c'est plutôt sympa, je m'amuse. Mais je suis toujours en CDD, j'arrive pas à avoir un CDI et ça m'angoisse beaucoup. Et je sens que ça angoisse beaucoup mes parents, en fait. De se dire, elle n'a pas une vie stable, on n'arrive pas à la placer quelque part et à être tranquille une bonne fois pour toutes, comme quand tu es fonctionnaire. Et à 32 ans, je décroche enfin un CDI dans les assurances. Et là, c'est le Graal. Je sens que mes parents sont... Tu vois, on est arrivés. Là, c'est le Graal pour tes parents. Oui, mais c'est le Graal. Tu vois, quelque part, je me sens bien parce que je me dis, ça y est. Je connais ce sentiment. J'ai le CDI dans les assurances. Enfin, c'est vraiment la best place. Et tu vois, pour te confronter vraiment à la peur de mes parents, c'est que j'ai ce poste en CDI à 32 ans. Et à 34 ans, je change de poste dans une autre assurance. Et ma mère me dit, mais t'es sûre, c'est hyper risqué tout ça, parce que t'as la période d'essai. Donc t'imagines la peur qui m'avait engrammée, et elle m'a presque fait douter en me disant, mais je prends des risques et tout. Enfin, donc je continue dans cette deuxième compagnie d'assurance, et c'est plutôt sympa, parce que je suis dans la direction Internet, Instagram vient d'arriver, enfin c'est plutôt chouette. Et je me pose pas de questions, tous les matins je vais au boulot, et tout va bien. Et là, je rencontre mon amoureux, qui est devenu mon mari. Et quelques mois après, on se dit on a très envie de faire un enfant ensemble parce que j'avais déjà presque 35. Et on essaye et ça marche pas. Quand tu étais dans les assurances, qu'est-ce que tu faisais de la petite voix qui te soufflait que tu n'étais pas à ta place ? J'y ai réfléchi quelques années après et je pense que je l'écoutais pas trop. J'essayais de la faire taire au maximum. Parce que je me disais, de toute façon, je n'ai pas le choix. Et j'avais toujours vu mes parents avoir un rapport au travail hyper besogneux. Je voyais mon père partir avec sa mallette. Il travaillait beaucoup, il était très fatigué. Il me disait, le travail, c'est important. Donc, il y avait un rapport de douleur au travail. Donc, j'y allais un peu dans la douleur, mais je me disais que c'était normal, parce que c'est le modèle que j'avais eu. Et en fait, je me rends compte que je faisais pas mal pas de crise d'angoisse, mais tu sais, j'étais jamais bien. J'avais toujours l'impression d'être à côté de moi. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et depuis que je suis photographe, j'ai vraiment pris du recul et j'ai compris que c'est parce que j'étais pas à ma place, en fait, et qu'on m'obligeait encore une fois à avoir un rôle qui n'était pas le mien. Ça me fait penser à l'alignement. C'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais qui est très juste. Quel est ton rapport à l'alignement ? Aujourd'hui, je m'écoute vachement. Déjà, je fais beaucoup plus confiance à mon intuition.
Et puis quand on est entrepreneur, on a la chance de pouvoir choisir ses projets, choisir ses clients, choisir l'offre qu'on propose. Et il faut que ça soit raccord avec ce qu'on est. Et tu vois, pendant longtemps, j'ai fait des séances photo famille. C'est comme ça que j'ai commencé. Et aujourd'hui, je ne le fais plus parce que c'est plus aligné. Ça ne veut pas dire que j'aime pas ça, mais c'est plus ce que j'ai envie de proposer, ce que j'ai envie de partager avec les gens. Comment ça se manifeste pour toi, l'alignement ? Est-ce que c'est des sensations corporelles ? Est-ce que c'est plus une vue de l'esprit ? Alors, il y a une vue de l'esprit de où est-ce que je veux aller. Je me suis toujours visualisée, c'est-à-dire que quand je me suis lancée dans la photo, je me suis dit, je vais y arriver. Il n'y a rien qui pourra m'arrêter. Mais quand je ne suis pas alignée, parce que ça m'arrive de m'égarer comme tout le monde, et ben là, j'ai un peu mal au ventre, pas la tête qui tourne, mais tu sais, je me sens à côté, en fait. Je rééprouve ces sensations que j'avais dans les assurances. Et quand je suis partie des assurances, on m'a offert un coaching avec une personne qui fait les tests de personnalité et qui m'a fait je ne sais plus comment ça s'appelle, le disque et elle m'a dit, mais vous êtes hyper créative, libre, tout ça. Elle me dit, mais comment vous avez fait pour tenir dans les assurances ? Et en gros, je lui ai dit, je crois que je n'avais pas le choix. Et si j'avais pas eu ces problèmes d'infertilité, ben je serais peut-être encore dans les assurances. Et justement, il y a un moment décisif dans ta vie que tu ne caches pas. Tu en as parlé, il y a 11 ans, tu as 34 ans et on t'annonce tu n'auras jamais d'enfant. Est-ce que tu peux me raconter ? En fait, quand ça tombe, c'est à la fois hyper violent. Et en fait, je me rappelle avoir eu cette intuition. Et tu vois, c'est là où je dis aux femmes qu'il faut s'écouter. Alors, aux hommes aussi, mais peut-être que les femmes sont plus sensibles à ça. C'est que mon mari, quand on s'est rencontrés, je crois qu'au bout de 6 mois, au bout de 3 mois, on emménageait ensemble, on était sûrs de nous. Et je crois qu'au bout de 6 mois, je lui ai dit, ça serait bien qu'on essaie d'avoir un enfant. Et il me dit, mais pourquoi ça fait pas longtemps, enfin, genre qu'on profite et tout. Et je lui dis, mais peut-être que je vais avoir du mal à avoir un enfant. Et j'avais jamais eu de problèmes médicaux, il n'y avait rien qui me donnait cette information, mais je savais au fond de moi que ça serait un parcours difficile. Donc à la fois, c'était hyper violent, et à la fois, c'est comme si ça venait conforter ce que je savais déjà. C'était ton rêve d'être mère ? C'était pas un rêve. Moi, je me rappelle d'une gynéco, pareil, qui me disait, mais il faut faire un enfant, maintenant vous avez 30 ans. Je disais, mais j'ai pas le père. Et donc j'avais envie dans l'absolu d'avoir des enfants, mais c'était pas avoir des enfants pour avoir des enfants. Je sais que j'ai des copines qui sont prêtes à avoir des enfants toutes seules et c'est un parcours que j'admire. Moi, j'aurais jamais fait ça toute seule. Et là, c'était l'envie de créer une troisième personne avec mon amoureux. Dans quel état émotionnel tu es quand on t'annonce ça ? En fait, je pense que ça vient révéler tout mon mal-être, tout ce que j'ai enfoui en étant dans les assurances, en n'étant pas moi. Il y a tout qui ressort en fait. Et puis, tu vois, je me fais arrêter pour prendre du temps pour moi parce que les parcours de FIV, les piqûres, les rendez-vous. Et je me rappelle être dans mon lit à regarder la télé avec les infos, tu sais, hyper glauques, et de me dire, mais qu'est-ce que je fais là ? C'est quoi le sens de ma vie ? Mais ça a été un vrai cadeau parce que c'est là que j'ai commencé à aller voir une psy et à me dire, je vais la voir pour ne pas porter cette épreuve toute seule. On parlait beaucoup avec mon mari, mais de dire, je veux pas en plus faire une dépression et perdre mon mari. Et en fait, là, j'ai été déterrer plein de choses que j'avais complètement verrouillées. L'aléa qui fait naître des choses positives. Je te cite, tu dis, à cette annonce, j'ai compris, un autre chemin m'attendait. Avec le recul, quel lien tu ferais entre cette annonce médicale et ta décision de devenir photographe ? Je pense qu'on peut comparer ça avec le confinement qui a réveillé plein de gens. En fait, les gens qui ont des maladies ou des parcours de vie avec des épreuves, on en a tous, mais il y a des épreuves qui nous réveillent plus que d'autres. Et moi, je dis toujours, c'est facile de dire ça maintenant, mais que ça a été un cadeau. Parce qu'en fait, sans ça, je serais jamais devenue photographe. Donc ma fille, moi je pense que les enfants, ils nous choisissent pour eux finir de réaliser leur vie, leur parcours, mais aussi pour toi venir te faire travailler des frissons, ce que tu dis. Tes fêlures, tes liens transgénérationnels, et que ma fille, en ne venant pas tout de suite, elle m'a fait ce cadeau de pouvoir me laisser me réaliser. Et je vais te raconter quelque chose. Quand je me fais arrêter pour les filles, pour me dire je prends du temps pour moi, j'appelle une médium. Moi, je suis très connectée à ça. J'en appelle très rarement, mais je me suis dit peut-être ça va m'aider, ça va me réconforter. Et elle me dit non, mais vous allez pouvoir partir de votre travail. Et elle me dit la photo, ça va cartonner. Vous avez des étoiles autour de vous. Enfin, vraiment, vous avez une carrière, pas une carrière, mais une destinée qui va vraiment s'écrire. Vous n'avez pas à avoir peur. Et je lui dis mais j'ai un autre problème. Je fais des FIV, j'arrive pas à avoir d'enfant. Et là, elle me dit mais pas du tout. Il y a aucun problème. Votre enfant est déjà là. Enfin, elle me dit vous n'êtes pas enceinte, mais votre enfant arrive. Laissez ce truc tranquille, lancez-vous dans la photo. Et quand ma fille est arrivée naturellement, et tu vois, cette médium, je l'ai appelée 2-3 fois dans ma vie, elle m'a toujours dit des trucs de ouf. Et en fait, elle savait, elle me dit, mais arrêtez de faire vos filles, vos piqûres, ça n'a aucun intérêt. Votre enfant est là, il arrive, il est dans la galaxie, je sais pas comment on peut dire, mais
Et je me disais, mais elle dit n'importe quoi. Enfin, autant elle me dit que la photo, ça va cartonner, ça me rassure. Mais pour notre enfant, elle dit n'importe quoi. Et quand je suis tombée enceinte, mais c'était... Le 19 juillet 2015, tu apprends que tu es enceinte. Qu'est-ce que tu ressens? Je me rappellerai toute ma vie. Et j'adore le raconter à ma fille. Parce qu'en fait, on a fait 2 FIV, dont une qui a marché et qui n'a pas tenu. Deuxième FIV, elle ne marche pas. Et la troisième, je dis à mon gynéco, je lui dis pas, vous me faites chier. En gros, je le pense très fort et je dis, je veux plus de FIV, je veux plus d'opération. C'est l'été, moi je vais pouvoir boire du rosé avec mes copines. Parce qu'en plus, il disait, il ne faut pas boire d'alcool, il ne faut pas prendre de bain. Et je lui dis, vous allez juste me faire une insémination et laissez-moi tranquille. Et il me dit, mais ça n'a aucune chance de marcher. Il fait l'insémination, ça ne marche pas. Et là, on arrive en juin et je dis à mon mec, on fait une pause, j'en peux plus. Moi, j'ai envie de vivre ma vie et pas être contrainte par des horaires, la logistique. Et le mois de juin, en fait, je suis pas mal en déplacement déjà pour la photo parce que je m'étais lancée quelques mois avant. Et en fait, je lui dis, ce mois-ci, tous les mois, je lui disais peut-être que je suis enceinte, peut-être ça va marcher. Et je lui dis, mais ce mois-ci, c'est impossible que je sois enceinte. 19 juillet, c'est le jour de nos 1 an de mariage. Non, mais c'est un truc, Et en fait, que des signes. J'ai 10 jours de retard de règles, ce qui ne m'arrive jamais, parce que des fois, tu sais, t'as 1 jour, 2 jours. Et je dis à mon mec, bon, soit je suis vraiment ménopausée et c'est cuit, on n'aura jamais d'enfant, soit je suis enceinte. Mais je me disais, je n'arrivais pas à rêver que j'étais enceinte, je me disais, c'est impossible. Et on fait le test, et je me rappelle, on mangeait tous les deux un midi, et j'attendais, et je rafraîchissais l'appli, tu sais, pour avoir les résultats. Et là, je vois, en plus, j'ai fait un test sanguin en me disant, comme ça, il n'y a pas de peut-être le trait bleu, tout ça. Et là, je vois un taux qui est énorme. Et je me rappelle avoir rigolé et pleuré. Enfin, tu sais, une émotion qui est... Je revois ma tête. Enfin, c'était d'une beauté. Enfin, c'est un instant dont je me rappellerai toute ma vie. Enfin, tu vois, quand j'en parle, j'ai encore les frissons. C'est tellement merveilleux. Et j'ai été voir mon gynéco qui me dit, ah bon, mais vous êtes sûre que vous êtes enceinte? Je dis, oui. Et il me fait l'écho et il me dit, ah oui, je vois bien le petit cœur qui bat, mais il me dit, vous emballez pas, vous allez sûrement faire une fausse couche. Et là, tu vois, je le dis ici pour dire, mais faites attention à quel médecin vous choisissez. Enfin, j'ai trouvé ça d'une violence. J'en entends trop des histoires comme ça. D'une violence, parce que même s'il y avait une probabilité, comme toutes les femmes, que je fasse une fausse couche, pourquoi ne pas me laisser me réjouir? Bien sûr. Et je suis sortie de chez le gynéco et j'ai dit à mon mec, ah, mais ça va être horrible, toute la grossesse, je vais avoir peur. Et il me dit, mais si tu as peur maintenant, tu auras peur pour l'accouchement, tu auras peur toute la vie parce qu'il peut lui arriver quelque chose. Il me dit, il ne faut pas avoir peur. Et en fait, il m'a libérée de cette peur. Mais le gynéco était d'une violence, c'était horrible. Alors, tu te lances dans la photographie avec ton petit bébé sous le bras. Quelles actions tu mets en place pour vivre ton rêve? Déjà, je voudrais le redire ici, quand je me suis lancée, j'ai demandé conseil à des gens, soit qui étaient photographes, soit qui étaient un peu dans le milieu. Et tous les gens essaient de me dissuader. Que ce soit mes copines, des gens du milieu m'ont dit, mais photographe, c'est saturé, t'es dans les assurances, c'est pas une bonne idée. Et je me suis dit, j'y vais et j'écoute pas les peurs des gens. Donc en fait, les peurs des gens, c'est pas les vôtres. C'est une projection de... Et ça veut pas dire que vous avez pas peur, bien sûr que j'avais peur. Mais je me suis dit, je vais tout faire pour y arriver. Et au début, bien sûr, j'avais pas beaucoup de clients. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait beaucoup de book gratuits avec mes copines. Tu étais encore en CDI pour qu'on comprenne? Non, j'avais négocié ma rupture conventionnelle. Parce qu'en fait, j'avais eu du harcèlement comme plein de gens. Enfin, j'étais pas la seule dans l'équipe à subir ce chef qui était vraiment toxique. Et je voulais aller au prud'homme, faire un procès. Et je sais plus qui m'a donné ce conseil, mais qui m'a dit, si tu fais ça, tu vas te trimballer cette mauvaise énergie pendant 2 ans et tu vas pas pouvoir passer à autre chose. Et du coup, j'ai accepté la rupture conventionnelle en me disant, au moins, je clôt ce sujet et je me mets dans une énergie de développement et d'ambition plutôt que de rester derrière, en fait. Et j'ai beaucoup travaillé dès le début en me disant, il faut que je fasse un blog. Comme j'étais dans la com, je savais écrire, je connaissais un peu les astuces de référencement. Et je me suis dit, plutôt que d'attendre le client, je prépare toutes les petites graines pour que ça pousse dans 6 mois. J'avais trouvé un naming qui s'appelait Lovely Family. Enfin, vraiment, j'avais réfléchi à tout l'univers, toute la DA, en me disant, au moins tout est prêt quand j'aurai vraiment des clients. Et donc au départ, tu as quelques clients qui arrivent via ce blog? Beaucoup via ce blog au bout de 6 mois parce que j'étais bien référencée sur la famille, la grossesse et sur les EVJF. Mais c'est vrai que les premiers mois, quand tu attends les clients et que tu as un mail et que finalement la personne te dit non, on a trouvé une autre photographe, c'est tellement dur. J'en reparlais avec une copine il n'y a pas longtemps. Et en fait, évidemment, quand tu as plus de demandes, tu as encore des noms, mais c'est pas du tout la même énergie. Comment tu gères cette transition financièrement, émotionnellement vis-à-vis des autres? Alors pour moi, c'est pas facile déjà parce que je perds le statut de responsable com dans les assurances, où j'avais un bon job, un bon salaire, et surtout, tu vois, on venait de se marier avec mon mari, ça faisait 1 an,
Et je me suis dit que les gens allaient se dire que j'allais être la femme d'eux et qu'en fait, maintenant que j'étais mariée, j'avais plus envie de travailler. Donc, tu vois, j'avais cette projection des peurs des autres de se dire, en fait, elle a envie de rien foutre et elle fait semblant de travailler. C'est genre, elle va faire Je du l'ai eu, macramé. moi. Quand je suis partie à Dubaï, j'ai eu exactement ce genre de... Il me le disait pas dans les yeux, mais je le sentais. Moi, je pense que c'était une projection, alors qui était peut-être un peu vraie, mais que j'ai longtemps gardée. J'avais pas envie de dépendre financièrement de mon mari. Je déteste dépendre de quelqu'un. Et moi, j'ai très envie d'être libre. Ça, c'est vraiment une de mes valeurs hyper fondamentales chez moi, même encore aujourd'hui. Donc, j'ai eu la rupture conventionnelle. J'avais à l'époque, ça s'appelait Zassédic. Je crois que ça s'appelle plus comme ça. Je sais pas. Et en plus, comme je suis tombée enceinte pendant ma rupture conventionnelle, j'ai eu le congé mat, tu sais, de la Sécu. Donc, j'ai eu 1 an et demi de salaire. Et ce que j'ai fait, c'est que tout ce que j'ai gagné sur Lovely Family, je l'ai économisé, je ne l'ai pas dépensé pour me dire ça me fait de la trésorerie. Et ça, c'est ce que je conseille à toutes les entrepreneuses, de dire la trésor, c'est la base. Et quand il y a le confinement qui est arrivé, j'étais bien contente d'avoir de la trésor. Émotionnellement, j'avais très peur de... mais pour qui elle se prend pour se prendre pour une photographe professionnelle. Tu vois, au début, je prenais beaucoup mes copines et mes copains en photo. Et je me disais comment enfiler cette cape de photographe professionnel, d'avoir l'air crédible alors que je pense ne pas l'être moi intérieurement. Donc j'étais très fébrile, je ne le montrais pas et je ne le partageais pas. Mais c'était une transition très dure. Et tu vois, même aujourd'hui, ça fait 12 ans, quand je prends des copines en photo, pas j'ai peur de ne pas être professionnelle parce que maintenant je pense que j'ai l'image qui fait que ça va, mais j'ai toujours peur de me dire peut-être que je vais mal les prendre en photo, que je ne vais pas réussir avec elles. Enfin, il y a un truc émotionnel qui se joue. Et tu vois, pour te dire aussi la peur des autres, c'est qu'un jour, je dis à un copain de mon mari, je travaille beaucoup et je suis épuisée, tout ça. Il me dit, mais pourquoi tu te mets pas un peu en pause pourquoi tu te mets pas un peu en pause? Tu t'es pas obligé de t'énerver comme ça. Et je lui dis, mais parce que je voudrais vous prouver que je suis une vraie photographe et que je gagne ma vie et que je suis indépendante. Et là, il me regarde, c'est un très bon ami à nous, il dit, ça fait longtemps qu'on l'a compris en fait. Pourquoi tu t'excites comme ça à prouver à qui, à toi et ça a été un vrai game changer dans ma façon d'être en fait. Tu bascules de la photo de famille au personal branding. Pourquoi? Alors c'est un peu un hasard. Je mentirais si je disais que c'était une vision. Je fais de la photo de famille, j'adore ça parce qu'il y a le côté transgénérationnel, les souvenirs de demain. Et un jour, j'ai envie de grandir un peu professionnellement et je prends mon premier studio avec une amie photographe. Et en fait, les familles, tu les fais souvent le week-end. Et déjà, j'en avais un peu marre d'être tous les week-ends à l'extérieur et de ne pas voir ma fille grandir. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai ce studio qui me coûte de l'argent. Il va falloir que je le rentabilise. J'ai qu'à faire des séances corporate, on appelait ça à l'époque, en 2018. Et je commence à prendre des gens en photo sur fond blanc, les bras croisés. Et là, je me dis, mais c'est trop moche, je ne peux pas faire ça. Donc, j'y prenais aucun plaisir. Et je me suis dit, il y a sûrement une autre façon de le faire. Et au fur et à mesure, j'ai trouvé ma patte. Et là, j'ai adoré parce que je me suis rendu compte que ce qui me plaisait dans le personal branding, c'était le one-to-one avec la personne. Et le miroir de qu'est-ce qu'on s'apporte l'un et l'autre en miroir sur les projections, sur assurer. Et j'ai compris que j'avais beaucoup de choses à apporter aux gens, même pour les conseiller pour l'entrepreneuriat. Et j'ai adoré cette transmission. Et du coup, les séances famille, ça m'a moins donné envie et j'ai moins eu le temps de les faire et je me suis concentrée là-dessus. Tu rencontres un grand succès. Tu deviens photographe pour l'émission Belle toute nue. Tes personnalités te font confiance. Là, on enregistre dans ton studio et face à moi, j'ai par exemple Iris Mittenard, j'ai Alexandra Lamy. Est-ce que tu doutes parfois? Alors, face à une Alexandra Lamy, oui. Surtout que j'ai eu 1 minute pour la prendre en photo et qu'elle m'a dit, je lui ai dit, mais comment vous voulez poser? Et elle m'a dit, moi, je vous fais confiance, vous dites ce que vous voulez faire. Et je suis rentrée chez moi et j'ai dit à mon mari, j'ai raté la photo d'Alexandra Lamy, je crois qu'elle est floue. Et en fait, il m'a dit, mais n'importe quoi, on va se dire, regarde. Et en fait, j'ai téléchargé les photos, je dis, ah non, ça va, c'est pas mal. Et ce qui est très drôle, c'est que les gens adorent cette photo. Alexandra Lamy, ça fait 5 ans. La pose est incroyable. Elle l'utilise à toutes les sauces, partout dans les articles. Donc, c'est difficile d'avoir un regard sur son travail. Aujourd'hui, je sais que je fais des belles photos. Il y a quelques années, je t'aurais dit, ouais, je sais pas trop. Mais oui, on doute et je pense que c'est ce qui te fait avancer et c'est ce qui te permet d'avoir de l'ambition et de continuer à te chercher, en fait. Est-ce que tu cherches à rendre fier quelqu'un avec ton art? Moi, déjà. Et j'ai toujours besoin d'être rassurée, pas tous les jours, parce que j'ai vachement avancé. Et je crois que quelque part, comme plein d'artistes, je cherche le regard de mes parents, je cherche à les rendre fiers. Ils sont fiers? Oui, mais c'est toujours un peu compliqué pour eux de réaliser que j'ai pas un métier et une vie normale. Qu'est-ce qui se passe en toi quand tu photographies? C'est comme un espèce d'état de flow, comme de la méditation, parce qu'en fait, quand je photographie les gens,
je suis là vraiment avec eux et en fait je pense qu'à eux, je les regarde, j'essaie de ressentir et je pense que mon appareil photo c'est un outil pour capter qui ils sont. Alors dans la vraie vie, moi je regarde beaucoup les gens, je trouve que les gens sont beaux, mais mon appareil photo c'est comme si je mettais des nouvelles lunettes. C'est drôle, je racontais ça hier à ma fille, que j'ai reçu une femme hier au studio et qu'à l'arrivée je me suis dit elle est bien habillée, très jolie. Et que quand je l'ai vue dans mon appareil photo, je me suis dit mais elle est tellement belle, alors que c'est une femme qui a 55 ans, qui n'a pas des critères de beauté des magazines. Et en fait, moi, je fais ce métier parce que j'aime vraiment les gens, je les trouve beaux. Et quand je les prends en photo, ça me fait un bien. Et en plus, je sais que ça leur fait du bien, donc je trouve que c'est vraiment hyper gratifiant. Tu dis, je fais ce métier pour montrer aux femmes ce à quoi elles ressemblent vraiment en leur tendant un autre miroir avec mon objectif. Tu vois quoi dans ton propre miroir ? Dans mon miroir à moi, alors en ce moment, c'est pas génial parce que je suis en phase de préménopause et j'ai un peu grossi. Et c'est drôle parce que l'autre jour, je me suis dit, je vais devenir la cliente chiante qui dit que j'ai trop de joues, trop de trucs. Donc j'essaye, quand je me dis ça face à mon miroir, qu'en fait, déjà, on a des corps en transition toute notre vie, surtout nous les femmes. Et que quand je vois une femme, moi, qui est un peu ronde ou qui a un peu de joues, je me dis pas, ah, elle a des joues, elle est un peu ronde. Je la trouve belle dans son entièreté, en fait. Donc j'essaye de prendre, tu sais, de défocuser et de me dire, je me trouve jolie dans ce que je suis, dans ce que je dégage et qu'il faut aussi s'accepter avec le corps qui change. Même si je pense qu'on peut agir aussi un peu, mais qu'en attendant d'agir, il faut aussi essayer de s'accepter, de se trouver jolie. Quand une femme entre dans ton studio, dans les premières minutes, qu'est-ce que tu captes d'elle qu'elle ne voit pas encore ? Souvent, je capte ce qu'elle ressent, ses émotions, ce qu'elle ne dit pas. Et c'est drôle parce qu'hier, la femme qui est venue est arrivée en me disant « Je suis un peu stressée, je vous le dis ». Et c'est drôle parce qu'il y a très peu de femmes qui me le disent. Je le ressens quand je les mets devant l'objectif. Et je sais que c'est un exercice pas facile pour moi de le faire aussi. Mais elle me l'a dit. Et en fait, quand je l'ai mis devant l'objectif, ça allait. Donc je pense que le fait qu'elle me l'ait dit, ça a aussi permis, elle, de partager son émotion, de la ressentir, de la vivre et du coup de la laisser partir. Et je pense que c'est le secret et je pense que c'est le secret pour se sentir bien. C'est de se dire, quand on ressent quelque chose, de ne pas le verrouiller, ne pas le bloquer, le vivre, et en fait, ça le fait partir. Beaucoup arrivent avec une armure, la peur, la honte. Comment tu l'enlèves sans violence ? Je les écoute beaucoup, je les regarde, et en fait, tu te rends compte que écouter les gens, les regarder, c'est un espace que tu crées pour eux qu'ils n'ont pas beaucoup l'occasion d'avoir. Que ça soit chez le médecin, on en parlait tout à l'heure, que ça soit dans leur famille. Tu vois, le vrai lien d'écoute, écouter vraiment les gens, les regarder, et je les regarde sans les juger, parce que tu vois, moi je m'en fous qu'ils aient des joues, un peu de ventre, moins de cheveux, des boutons, moi je les regarde dans la beauté, dans leur beauté intérieure, dans la lumière qui dégage, et que cette qualité d'écoute et de regard, tout d'un coup ça offre un miroir ou une safe place en fait pour que la personne enlève sa cape. Ça veut pas dire qu'elle n'a pas envie de briller devant l'objectif, mais qu'elle se dit je peux être aimée pour ma vérité. Beaucoup de tes clientes disent qu'elles n'ont même pas eu l'impression d'être photographiées. C'est quoi ton secret ? Je pense que c'est la connexion que je crée avec les gens. Et j'en parlais à quelqu'un l'autre jour qui m'a dit c'est quoi ton super pouvoir ? Je lui dis faire des belles photos. Et elle m'a dit non, c'est ta connexion avec les gens. Et c'est vrai que même quelqu'un dans la rue, je peux me connecter presque immédiatement. Et tu vois, l'autre jour, il y avait un mec qui faisait des travaux chez moi. Il m'a raconté toute sa vie en 15 minutes. Donc tu vois, mon envie d'être psychologue ou journaliste, il y a quelque chose quand même dans l'amour de l'autre, dans l'écoute, dans comprendre l'histoire en fait. Et à chaque cliente, j'ai l'impression qu'on me partage un livre ou un extrait de livre et que chaque histoire ordinaire est extraordinaire. Est-ce que tu te caches en mettant en avant les autres ? Je me suis longtemps cachée, comme plein de photographes, parce que justement, les gens qui aiment prendre des photos, c'est aussi de se dire je mets les autres en avant et je me mets dans l'ombre. Et aujourd'hui, c'est fini parce que je fais des séances photos tous les ans depuis 2018, donc ça fait un petit bout de temps, et que j'ai compris que j'avais des choses à raconter et que si je me cachais, je ne pouvais pas partager ma vision et ma philosophie de photographe parce que je ne suis pas là que pour faire des belles images. J'ai compris il n'y a pas longtemps qu'en fait, le regard que je portais, c'est un acte d'amour qui répare. Tu partages beaucoup sur les réseaux sociaux, ces séances photos, sur LinkedIn, c'est comme ça que je t'ai rencontrée, sur Instagram, sur YouTube. Quel est ton rapport aux réseaux sociaux ? Alors, je crois que j'ai un rapport très sain. Alors, j'en consomme beaucoup trop comme tout le monde. Je scrolle sur Instagram, sur TikTok. Mais j'ai pas trop ce truc de comparatif. Déjà, alors au début, beaucoup. Parce que je me disais que je faisais pas des belles photos par rapport aux autres. J'avais peur d'être jugée. Mais aujourd'hui, je sais que ça sert mon métier, que ça sert mon message. Et qu'en plus, quand je partage des images, des photos des femmes que je prends en photo, c'est pas tant pour montrer mon travail, c'est aussi elles pour les faire briller, pour les mettre en lumière. Et je comprends que
l'impact est plus fort que la peur d'être jugé. Et par contre, c'est vrai que j'ai la chance de ne pas avoir de haters, moi, dans mes communautés, et que peut-être parce que c'est ce que je partage qui fait que je ne suis pas confrontée à ça, mais je suis pas confrontée à la violence des réseaux sociaux, donc j'ai beaucoup de chance pour ça. Tu abordes des inconnus dans la rue pour leur prouver qu'ils sont photogéniques. Pourquoi tu fais ça ? Je crois que c'est une façon de prouver à ceux qui hésitent à venir à mon studio qu'en fait, tout le monde est photogénique, même sans être préparé, même sans être apprêté, et que les gens que je croise dans la rue, tu vois, ils savent pas que je vais les croiser, ils sont pas obligés d'accepter, et quand ils acceptent et que cette rencontre, elle dure entre 3 et 10 minutes, en fait, j'arrive à rendre photogénique n'importe qui, déjà parce qu'il y a des façons de poser qui vont mettre en avant ce qu'on aime et qui vont atténuer nos complexes, mais aussi il y a une façon de se connecter, de faire confiance, et que c'est dans ces moments-là que tu deviens photogénique. En fait, c'est la rencontre, la connexion, je pense, le secret. Et c'est que moi, je te dis, comme je vois que tout le monde est beau, et j'ai une copine l'autre jour qui m'a dit « Mais tu mens quand tu dis ça sur les réseaux ». Je dis « Mais je le pense sincèrement. Quand tu regardes vraiment les gens, même qui ont un physique ou un visage qui n'est pas dans les normes, et ben en fait, si tu les regardes avec amour, en fait, tu vois quelque chose de différent. Et je peux prendre l'exemple d'un copain qui a une alopécie depuis pas longtemps. Ben en fait, on l'aime autant et on le regarde, on s'en fout qu'il ait pas de cheveux, tu vois. Et d'ailleurs, j'en fais une nouvelle série qui s'appelle Comme toi, où je vais photographier les différences visibles pour montrer en fait que ces personnes-là, elles aimeraient être regardées comme toi, parce qu'en fait, à part leurs différences visibles, c'est des humains, c'est des gens comme toi et moi qui ont les mêmes problèmes, qui ont les mêmes envies, les mêmes ambitions, et que si on les regardait avec un peu plus de douceur et de normalité, on aurait un monde un peu plus doux quand même. Quel est ton meilleur souvenir de rencontre ? Je crois qu'Alexandra Lamy, elle fait partie des meilleurs souvenirs, je crois. Parce que c'est une femme extraordinaire et en même temps d'une simplicité. Et je me suis toujours dit, si un jour je suis très connue, j'espère être comme elle. Si on parle de bien-être, quel est ton rapport au bien-être aujourd'hui ? Alors pendant longtemps, je te dis, j'ai pas pris soin de moi, pas dans le mauvais sens du terme, mais j'avais mes émotions qui étaient hyper verrouillées, je faisais pas trop de sport, je faisais pas attention à ce que je mangeais. Et je crois que là, avec l'âge, bon déjà j'ai appris à prendre soin de mes émotions, de mon bien-être mental. Et je crois que là, avec l'âge, avec la ménopause qui arrive, je me sens obligée. J'ai compris que mon corps, il me réclamait autre chose. Et que je suis, quand je dis obligée de l'écouter, c'est pas obligé de l'écouter, mais que mon corps, c'est mon partenaire. Et que si j'en prends pas soin, je vais pas bien vieillir. Donc j'ai compris que c'était pas une punition de prendre bien soin de soi, mais vraiment de me dire c'est un allié et on fait une team ensemble et c'est hyper important. Et par contre, j'ai toujours fait ça pour me sentir bien, ça allait me faire masser par exemple. Le rapport au corps est hyper important. Quels sont tes non négociables ? Alors pendant longtemps, pareil, j'ai énormément travaillé. Et tu vois, aujourd'hui, c'est intéressant, c'est qu'on parle de slow life, slow entrepreneuriat. Et qu'en fait, c'est une erreur de raconter ça aux gens de quand tu lances ta boîte, tu commences slow. Non, quand tu lances ta boîte, il faut y aller à fond. Et tu as 1 an ou 2 ans où tu es obligé. Et c'est pas une question de rythme de vie, c'est une question de faut y aller. Et tu as même des périodes où tu es obligé. Obligé. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, aujourd'hui, j'adopte la slow life. Et ça, c'est non négociable. Par exemple, tu vois, aujourd'hui, on est vendredi. Le vendredi, je fais jamais de séance parce que c'est un moment pour moi qui est créatif, qui est que pour moi, qui est pas pour ma fille, pas pour mon mari. Et en fait, je pense que nous, les femmes, on s'oublie souvent. Et moi, dans mes non négociables, il y a vraiment prendre du temps pour moi, et que pour moi, en tant qu'Amélie, en tant que femme. Donc aller me faire masser, aller déjeuner avec une copine, enregistrer un podcast avec toi, mais ne pas être avec des clients ou ne pas être à faire autre chose que quelque chose qui me fait du bien. Quand tu sens que tu te mets de côté, comment tu reviens à toi ? En fait, quand je me mets de côté, me rends compte vite parce que j'ai des signaux du corps, justement, où je me dis, je me sens un peu à côté de moi, Et tu vois, ça rééprouve un peu comme dans les assurances. Je ressens un peu les mêmes signaux. Et là, tout de suite, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai oublié de faire ? Donc, en général, c'est très clair, c'est que j'ai oublié de prendre du temps pour moi. Par exemple, tu vois, quand on passe les vacances en famille, c'est super. Mais au bout d'un moment, j'ai besoin de m'échapper, de prendre du temps pour moi. Je confirme. Et j'en ai qu'une. Et elle est facile, elle est géniale. Oui, mais tout d'un coup, Mais tu vois, c'est drôle parce que plus jeune, je détestais être seule avec moi-même. Parce que j'avais l'impression de ne pas être intéressant, de ne pas me suffire à moi-même. Et aujourd'hui, c'est un besoin. Et je crois que moi qui me suis toujours crue extravertie, je crois que je suis quand même introvertie. Parce que je me recharge dans le silence, dans pouvoir écrire, lire. Et quand je me mets de côté, donc c'est quand il me manque du temps pour moi. Et surtout, je me rends compte que quand je me mets de côté aussi, c'est quand j'oublie de créer pour moi. C'est-à-dire que créer pour mes clients, ça me réjouit chaque jour. Mais j'ai compris aussi il n'y a pas longtemps que j'avais besoin, moi, du côté créatif personnel. C'est-à-dire faire des choses qui ne me rapportent rien et qui ne sont pas dans mon business plan.
Tu vois, mes vidéos d'inconnus, c'est venu d'un besoin de raconter des histoires sans avoir d'ambition derrière. Et ça me nourrit beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, je dessine, j'écris, et sans objectif derrière, et ça me fait du bien. Et justement, quel est ton rapport à l'argent en tant qu'artiste où tu as des activités qui te font gagner ta vie et justement d'autres activités qui sont plus pour la passion? Quel est ton rapport déjà à cet équilibre et ton rapport à l'argent? Alors, mon rapport à l'argent, je pense qu'il vient de mes parents, comme beaucoup de gens. Et du coup, j'avoue que, tu vois, même à 45 ans, j'ai encore très peur. Et ça se calme par période. Et tu vois, ça fait 12 ans que j'ai ma boîte, que ça fait que évoluer. Enfin, il n'y a aucune raison, c'est très irrationnel. Et des fois, on en parle avec mon mec. Et tu vois, c'est drôle. Un jour, il me dit, ah bah, je lui dis, mais si tout s'arrête, il me dit, c'est impossible. Et il y a eu le confinement un mois après. Je dis, tu vois. Donc, j'essaie de rationaliser. Et on avait cette discussion avant de commencer à enregistrer. Janvier, février, c'est toujours un peu plus calme. Et là, je me dis, si tout s'arrêtait, tout ça. Et après, je me dis, non, calme-toi. Mais je pense que c'est ce rapport aussi d'avoir peur de manquer. Mes parents, ils étaient fonctionnaires. Et du coup, pour eux, il fallait un cadre hyper stable, hyper rassurant. Et je pense que ça, c'est très engrammé chez moi. Alors que j'ai une copine qui dit, l'argent, ça vient, ça part. Et dans ma part, voilà, business, je gagne très bien ma vie. Et je suis très fière parce que je gagne mieux ma vie que quand j'étais dans les assurances. Et qu'aujourd'hui, j'en vis très bien. Et qu'il y a l'autre jour, il y a un monsieur, il m'a dit, mais vous êtes vraiment photographe à plein temps, c'est votre métier? Oui, j'en vis bien. Et aujourd'hui, j'avoue que j'aimerais pouvoir vivre aussi un peu de mes créations artistiques, ce qui n'est pas encore vraiment le cas. Et j'aimerais pouvoir trouver cet équilibre. Je l'ai trouvé dans ma gestion du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, quand tu parlais des non négociables, à peu près 30% de mon temps de la semaine est dédié à mon créatif personnel. Et je pense que c'est hyper important parce que ça nourrit aussi mon travail business, en fait. Pour toi, que veut dire réussir ta vie? Alors pour moi, réussir ma vie, on pourrait dire que c'est gagner de l'argent, mais non, parce qu'en fait, quand je te dis que j'ai peur de pas assez gagner d'argent, c'est pas je veux devenir riche. Bon, bien sûr, je joue à l'euro million comme tout le monde de temps en temps. Pour moi, réussir ma vie, c'est être libre de faire ce que j'aime, et c'est être libre de être. Attends. Pour moi, réussir ma vie, c'est être libre de faire ce que j'aime, et c'est être libre d'être celle que je suis vraiment. Pour la femme qui nous écoute et qui a l'impression de ne jamais se faire passer en premier, si tu devais lui donner un conseil? Alors, si la femme qui nous écoute, elle est maman, je lui dirais que, en fait, si elle n'est pas heureuse, elle, et qu'elle s'oublie, elle ne pourra pas être heureuse avec sa famille, avec ses enfants. Donc, en fait, on a souvent l'impression que c'est égoïste, on culpabilise quand on prend du temps pour nous. Mais ce temps-là, c'est un temps pour être bien avec soi et avec les autres. Donc, c'est hyper important. Et pour celle qui rêve de se faire passer en premier, mais qui a peur de perdre son salaire, sa sécurité, quelle croyance tu aimerais lui voir laisser tomber? Moi, je pense que la vie, elle est courte et que c'est dommage de ne pas essayer ses rêves parce qu'en fait, il ne faut pas arriver à 60 ans avec des regrets. Et moi, quand je me suis lancée, par exemple, je me disais toujours, bon, j'avais les acédiques et je me disais toujours, au pire, si ça ne marche pas, déjà, ce ne sera pas un échec parce que j'aurai appris des choses et au pire, je reprends un boulot dans la com. Donc, en fait, il n'y a jamais de choses définitives. Et essayer, au moins, c'est ne pas regretter. Être numéro 1 de sa vie, pour toi, c'est quoi en un mot, en une phrase? C'est faire attention à prendre soin de soi parce qu'on passe notre vie à prendre soin des autres et c'est hyper important de prendre soin de ceux qu'on aime. Mais il ne faut pas s'oublier parce que notre vie, c'est la nôtre aussi et que si on ne s'aime pas nous-mêmes, personne ne pourra nous aimer assez. Et avant de se quitter, je t'ai demandé de choisir un texte qui te touche, qui t'inspire, qui fait écho à ton histoire, ton énergie d'aujourd'hui. Alors, j'ai choisi un texte, pas qui me crée beaucoup d'émotions, mais que, tu vois, j'aurais envie de relire tous les matins où je doute. Et je pense que de le partager à ceux qui nous écoutent, j'espère que ça leur donnera la foi d'y aller et de se considérer comme la numéro 1 de leur vie. Tant que vous n'êtes pas engagé, persiste l'hésitation, la possibilité de se retirer. Et toujours aussi, dès qu'il s'agit d'initiative ou de création, une certaine inefficacité. Il y a une vérité élémentaire dont l'ignorance a déjà miné nombre de grandes idées, de plans merveilleux. C'est que dès l'instant où vous vous engagez, la providence intervient elle aussi. Toute une série d'événements jaillissent de la décision comme pour l'appuyer par toutes sortes d'incidents imprévus, de rencontres et de secours matériels dont vous n'auriez jamais rêvé qu'ils puissent survenir. Quoi que vous puissiez faire, quoi que vous rêviez de le faire, entreprenez-le. L'audace donne du génie, de la puissance et de la magie, alors commencez maintenant. C'est une citation de Goethe et je trouve qu'elle est très actuelle. Merci beaucoup Amélie. Merci à toi.